Bien, merci d'être venus aussi nombreux et merci à la FUB de m'avoir invité. Donc, ça prouve que la communauté PHP fait partie de ces communautés techniques qui évoluent et deviennent de plus en plus matures parce que c'est une marque de maturité de s'intéresser d'abord aux questions. Donc Hamza m'a bien présenté, donc je vais juste rajouter que je suis... Ah, il y a un petit souci. Donc voilà, une présentation un peu plus imagée, hein, parce que bon, on est là pour parler de diversité, et qui dit diversité, il y a souvent des clichés. Donc comme vous voyez, je suis de l'ethnie voleur de pain au chocolat. Hein. Bon, on sait où ça commence, on sait comment ça finit. Hein. Moi, j'ai joué à Zelda, je sais que Ganondorf, il commençait par voler des pains au chocolat. Ensuite, je suis un peu plus petit de taille. Et différents, comme on dit, neuroatypiques. Bon, on pourra en parler un peu en détail si vous le souhaitez. Donc voilà, après avoir rigolé des clichés, attaquons le sujet. La diversité, c'est quoi? Et souvent, comme toute bonne présentation, on commence par des définitions. Alors déjà, je vais définir le terme de discrimination parce que c'est souvent mal compris. La discrimination, c'est pas juste je vais casser la gueule du voisin ou de la voisine parce que leur tête ne me revient pas. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est déjà le fait de distinguer ou de traiter différemment une personne, certes le plus souvent mal, par rapport au reste de la collectivité. Et du coup, quelques chiffres pour parler, pour donner des faits concrets. L'emploi est la première source de discrimination. Que ce soit dans les tribunaux ou dans les sondages. Et la loi retient 23 critères discriminatoires. Alors, est-ce que quelqu'un dans cette salle serait capable de me citer ces 23 critères? Non. Bien évidemment, parce que même moi, j'en ai découvert, par exemple, le patronyme, c'est un critère discriminatoire. Le patronyme, c'est le nom de famille, au cas où. Donc, vous imaginez, quand vous appelez maître Collard ou connard, vous avez plus ou moins de difficultés à trouver du boulot. Donc, je mettrai les slides à disposition et le texte en vert, c'est des liens qui mèneront ici à un site gouvernemental sur la discrimination et une étude du défenseur des droits qui est publié chaque année, c'est le baromètre des discriminations dans l'emploi. Donc, comme on n'a que 30 minutes, je sais, c'est très frustrant pour les gens à qui ça tienne à cœur. Je laisse beaucoup de références pour que vous puissiez vous documenter et voir par vous-même ces choses-là. Alors, je vais commencer par décrire différents types de discrimination. D'abord, la discrimination genrée. Les femmes gagnent à poste égal, expérience égale, 20% de moins en termes de salaire que leurs collègues hommes. Et plus choquant encore, pour ma part, c'est que 80% des femmes sont confrontées au sexisme sur leur lieu de travail. Je suppose que certains d'entre vous travaillent avec des femmes et ne s'imaginent pas qu'il y ait autant de sexisme. En fait, le problème, c'est que vous voyez, moi je suis un homme, je ne suis pas une femme et on ne peut pas... Ce qui est important de comprendre, c'est que la discrimination, c'est quelque chose qui est ressenti par les personnes qui en sont victimes. On ne peut pas nous-mêmes vraiment comprendre. On peut faire preuve d'empathie, et c'est très bien, mais il y aura toujours quelque chose qui nous échappera. Et du coup, je vais vous poser une colle. Il y a combien de femmes dirigent une société du CAC 40 ? Est-ce que quelqu'un a une idée ? 0, je vois. J'en vois une. Ok. Monsieur était pas très loin, alors il y en a 2. Et pourquoi monsieur était pas très loin? Parce qu'en fait, il y a 2 ans, on a eu la jeune femme qui a dirigé la société Sodexo qui a été rajoutée au CAC 40, et c'est la fille de son père, donc c'est comme ça qu'elle est devenue patronne de Sodexo, comme d'autres hommes. Mais la première femme à devenir patronne d'une société du CAC 40 sans en hériter, c'est la patronne de Engie. Donc, comme je n'ai pas mes notes, je ne pourrais pas vous dire son nom, mais il a fallu attendre 2016 pour avoir la première femme patronne du CAC 40. Donc, c'est un peu violent.
Et il y a aussi une chose qui est assez troublante. Le deuxième lien, c'est une vidéo du chroniqueur France Inter Guillaume Meurice qui fait un quiz sur le harcèlement sexuel. Et en fait, on se rend compte que les frontières entre les gauloiseries, le harcèlement, les agressions sont très mal connues. Même par des gens de bonne volonté. Par exemple, l'exemple de la main aux fesses. Ben bon, on va me dire, en pratique, dans les entreprises, c'est souvent vu comme une gauloiserie. Les gens bien intentionnés vont nous dire c'est du harcèlement. En voulant bien faire, en fait, le pire, c'est une agression sexuelle. Et que la main soit portée sur une femme ou un homme, d'ailleurs. C'est la définition légale. Il y a aussi la situation des LGBT. Alors, bon, on me demande souvent c'est quoi l'acronyme. C'est lesbienne, gay, bisexual, transsexuel, queer questioning, donc c'est les gens qui se questionnent leur identité sexuelle, les intersexués, les asexués, les aromantiques, les pansexuels, et le plus c'est pour signifier qu'en fait ça correspond à toutes les situations qui hors du cadre hétéronormatif. Et bien disons que bon, il y a une diversité de cadres, mais moi ce qui m'a troublé, bon, malheureusement j'ai pas des chiffres en Europe parce que il y a des contraintes légales qui empêchent de les recueillir, mais dans la Silicon Valley, 75% des départs des LGBT d'une société, c'est pour des raisons de harcèlement. C'est quand même assez troublant. Il y a aussi le fait que les environnements, les législations sont peu adaptées. Alors là, je vais parler d'un cas qui a beaucoup agité ma société, Red Hat. C'est la loi HB2 en Caroline du Nord. Red Hat est située en Caroline du Nord, donc ça nous impactait. Et en fait, c'est une loi qui interdit aux transsexuels d'utiliser les toilettes propres à leur genre actuel. Et ça a eu des effets dramatiques puisque des transsexuels se sont fait tabasser parce qu'ils sont rentrés dans les toilettes que la loi leur imposait d'utiliser, pour de mauvaises raisons. Il y a aussi la question de l'assurance maladie. Les problématiques de santé propres aux LGBT sont rarement prises en compte par les systèmes d'assurance maladie. Et ça, c'est assez global dans le monde. Puis il y a aussi le fait, la discrimination ethnique qui est un peu un tabou français, parce que bon, la France s'est construite autour de l'universalisme, donc ça colle pas bien au cadre. Et c'est le premier motif de plainte de discrimination au travail. Malheureusement, aucune statistique fiable disponible, puisqu'on n'a pas le droit de faire des statistiques ethniques en France. Et pour de bonnes raisons, d'ailleurs, c'est pas le but de critiquer cette loi, mais le problème, c'est que quand on n'a pas de chiffres pour mesurer la discrimination, on est toujours un peu dans le flou. Mais par contre, l'INSEE a des statistiques sur le taux de chômage sur les jeunes issus de parents immigrés. Ça ne contravient pas à la loi. Et en fait, le taux de chômage est 3 fois supérieur par rapport à la population globale. Ce qui est assez aussi troublant, c'est que on parle de jeunes qui sont allés dans la même école que les autres. Et l'école qui est censée être un ascenseur social républicain. Et moi, ce qui m'a fait sourire dans mon histoire personnelle, je viens d'une grande ville qui s'appelle Villeurbanne et qui est une ville d'immigration. Donc dans les années 30, c'était les Italiens. Dans les années, un peu avant la fin des années 30, ça a été aussi les Espagnols. Années 60, les Portugais, puis l'immigration maghrébine, puis aujourd'hui un peu plus africaine. Et en discutant avec les anciens de la ville, ils nous racontaient que voilà, on les traitait de salarital, d'espagouins. Comme aujourd'hui, et puis en fait on se rend compte que les groupes discriminés changent, mais les discriminations restent. Donc j'ai bon espoir que quand d'ici 30 à 40 ans je serai bien intégré, c'est-à-dire un vieux qui râlera contre les étrangers qui viennent nous embêter. Donc voilà, c'est un peu pour dire que finalement c'est pas forcément une problématique de population, mais c'est juste que c'est quelque chose qui est constant dans une population, on a peur de l'étranger. Il y a aussi quelque chose qui m'a aussi touché, c'est la discrimination des handicapés. D'abord, il y a une forte inégalité au niveau de l'accès à l'éducation. De l'ordre de 20%, il y a beaucoup plus de handicapés qui sont sans diplôme, souvent parce que tout simplement, il n'y a pas les locaux adaptés, il n'y a pas les moyens. Par exemple, quand vous avez un problème moteur et que vous ne pouvez pas prendre de notes à l'école, il faut payer un assistant de vie pour prendre les notes à votre place.
Ça veut aussi dire qu'il faut aussi du soutien scolaire supplémentaire. Je rappelle que l'État nous demande d'avoir les garanties que la scolarité est obligatoire jusqu'à 16 ans et de fournir tous les moyens nécessaires pour y arriver. Et puis pareil, problématique pour l'accès au supérieur. Le taux d'emploi chez les handicapés est inférieur d'environ 20%. Alors le défenseur des droits préfère parler du taux d'emploi plutôt que de taux de chômage, parce que bon, le chômage, c'est les gens qui s'inscrivent, donc forcément, c'est pas très représentatif. Puis aussi, on a une vision paternaliste du handicap. Alors on les voit souvent comme étant courageux, volontaires, donc des qualités qui seraient propres à les avoir dans nos entreprises. Ben en fait, après, quand on parle de les embaucher, souvent on nous dit ils sont lents, ils ne sont pas adaptés, nos locaux ne sont pas faits pour. Je rappelle que bon, les locaux récents sont souvent déjà prêts, les toilettes sont faites, les trempes sont faites. Et puis si votre entreprise fait une certaine taille, je vous rappelle que la loi vous impose de faire les travaux nécessaires. Et puis vous pouvez aussi avoir des clients, des partenaires qui ont des handicaps. Le combo perdant, c'est être une femme et en situation de handicap. Là, vous cumulez, les stats sont encore plus flagrantes. Et ici, la discrimination sur l'âge. Qui a dit « Young people are just smarter » Ah, c'est facile, ça. Bon, je vous le dis, c'est Mark Zuckerberg de Facebook. Il a dit ça, il avait 20 ans. Aujourd'hui, il a plus de 30 ans, il le répète plus. C'est bizarre. Souvent, propre à la tech, on imagine que les quadras ne sont pas propres à innover. Alors de ce côté de l'Atlantique, on les voit plus à des postes de direction. De l'autre côté de l'Atlantique, c'est plutôt même, on ne veut pas les voir dans les startups parce qu'ils ne servent à rien, ils sont sclérosés, les pauvres. Quand on regarde un peu l'historique des innovations, ça ne veut rien dire l'âge. D'ailleurs, ce jeunisme est un peu inquiétant parce que la région la plus consommatrice de Botox aux USA, c'est la Silicon Valley. Parce que, tout simplement, si on veut s'intégrer dans la société professionnelle, on est obligé de paraître jeune. Et même ça ne suffit pas. Bon, aussi, la discrimination sur le physique, la beauté, le poids, la taille. Alors moi, j'ai fait différents poids. Je peux vous garantir que la vision des gens n'est pas pareille. Et pourtant, un travail constant, qualité de travail constant, je ne pense pas que 10 ou 20 kilos de moins impacte la qualité de votre code. Sinon, je veux voir les études. Là, il y a eu des études qui ont été faites sur les postes de standardisme et on voit que, par exemple, en haut et en bas, c'est la même dame. C'est juste qu'en bas, on a fait du morphing. À CV égal, le dernier CV n'est jamais pris. Et après, c'est en fonction de votre âge. Même si pour être un homme, ça peut être un désavantage quand vous voulez un poste de réceptionniste. Donc bon, on a assez peu de temps, mais il y a un article de Slate qui explique assez bien ça. Et pour ceux qui veulent approfondir, je vous recommande ce livre de Jean-François Madieu, La société du paraître, où là, vous voyez que même la couleur de votre maquillage peut impacter les postes auxquels vous pouvez prétendre. Ça a été fait par du vrai testing et c'est violent. Et puis une autre chose, alors vous connaissez tous la blague de Coluche, il y aura des hommes blancs, des hommes noirs, des hommes grands, petits, ils seront tous égaux, certains ont plus de mal, mais il y en aura qui sont petits, moches et noirs, et ceux-là ils vont galérer. Et bien en fait, Coluche a lancé une vérité sociologique, c'est que les discriminations, il existe une intersectionnalité des discriminations. Elles se cumulent et ne s'annulent pas. Et même pire, traiter une partie des discriminations ne va pas correspondre. Parce que voilà, quand vous êtes femme et noire, c'est des problématiques spécifiques qui ne sont pas adressées par le féminisme, enfin par certains courants du féminisme, entre guillemets. Donc c'est une notion qui a été développée par la sociologue Kimberlé Crenshaw, qui est spécialiste du mouvement des droits civiques. Il y a aussi, plus propre à l'IT, l'illusion de la méritocratie. Alors c'est pas pour dire que les gens qui sont arrivés, qui ont réussi, n'ont pas de mérite, au contraire. C'est juste dire que parfois, il y a aussi le rôle du réseau, de la classe sociale, de l'école, des opportunités, et que ça joue. Et que, du coup, le problème, c'est pas le fait de dire qu'on veut promouvoir les gens sur le mérite, c'est que ignorer tous les autres facteurs va encourager la reproduction de la culture des programmeurs qui est assez nocive. Donc du coup, la question, c'est de se poser, est-ce que c'est vraiment le mérite qui prime ? Est-ce qu'il n'y a pas besoin de rééquilibrer les choses sans parler de quotas ? Et
Je parlerai à la toute fin de discrimination positive pour expliquer un peu ce que c'est. Et du coup, pour parler de choses individuelles, le biais. La chose la mieux partagée par toutes les personnes qui sont présentes, moi compris, c'est la connerie. On a tous peur de l'inconnu. L'instinct grégaire, c'est un instinct qui est profond et qui est instillé profondément au sein de nous. On se regroupe, on est un animal social, nous sommes des animaux sociaux pour se protéger, tout simplement. Mais du coup, l'instinct grégaire crée aussi la différence nous, eux, et souvent la pente est glissante. Qui n'a jamais été dans une start-up et entendu à la concurrence, ses ennemis, on va les battre, limite, avec un peu d'alcool, il serait capable d'aller foutre le feu à la boîte concurrente. J'ai vécu des moments assez similaires. Il y a aussi l'influence de notre milieu. Ce que nos parents nous disent quand on est petit nous influence à long terme. Puis les structures de notre langage. Moi, j'ai été choqué d'entendre, par exemple, des écrivaines qui disaient « Non, moi, je ne suis pas écrivaine, je suis écrivain ». Pourquoi ? Parce qu'elles avaient intégré qu'un écrivain, c'était un écrivain et qu'il fallait utiliser le terme masculin. Alors que le mot écrivaine existe en fait en français. D'ailleurs, si vous regardez le français, il est issu du latin et le latin a un genre neutre. Et d'ailleurs, il y avait beaucoup de mots qui existaient au féminin qui ont disparu au fur et à mesure où on a travaillé, la langue française s'est construite. Donc un peu plus personnel, donc un peu mon histoire. Moi, je pense que j'ai été assez relativement protégé. Il y a eu un peu à l'école. Donc première discrimination de diplôme. Moi, j'ai fait le cursus prépa, grande école. J'ai pas fini parce que ceux qui me connaissent savent que j'ai un caractère un peu spécial. Donc du coup, on m'a dit t'es un peu trop spécial. Va voir ailleurs, donc je suis allé à la fac, donc moi ça va pas spécialement changer, j'ai toujours fait mon bout de chemin. Mais par contre j'étais surpris de voir que quand je cherchais du boulot, on me disait nous on cherche des gens de telle école, on ne trouve pas. Ok, vous ne trouvez pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur mon CV ou dans mes compétences? Non, mais vraiment on préfère les gens de cette école. Ah ouais, mais vous ne trouvez pas, donc vous ne voulez pas me donner une autre chance? Vous savez, il y a un truc magique qui s'appelle la période d'essai. C'est vrai, c'est un truc, c'est une leçon générale. Quand vous voulez donner la chance à quelqu'un, utilisez la période d'essai. Tout le monde ne l'utilise pas parce qu'on a peur de virer les gens parce qu'ils ne sont pas bons. J'ai envie de dire, des fois, il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Il y a aussi la discrimination sur les origines, le physique. Donc forcément, quand on met une photo avec un CV, un nom, on a beaucoup moins de réponses que prévu. Il y a aussi les marqueurs sociaux, visibles, invisibles, ça peut être l'éducation, la tenue, les manières. Par exemple, si vous venez d'une banlieue un peu, on va dire, un quartier un peu ghettoisé, même si vous ressemblez à la majorité des gens, il y a des marqueurs, votre façon de parler, de vous tenir, va vous discriminer sur le marché de l'emploi. En poste, parce qu'on arrive quand même à trouver du boulot, quand même, c'est pas aussi désespéré que ça, dans la technique. Il y a les préjugés. Alors, une anecdote qui, moi, m'a vraiment fait très mal. J'ai travaillé avec des gens pendant des années, tout se passait bien. Puis un jour, il y a eu un incident avec une autre personne, et les gens n'étaient pas là, et tout. Première réaction, ça a été de me dire « Ah, mais ouais, mais... t'aurais pu ne pas allumer les mèches. Mais pourquoi? Bah ouais, parce que t'es violent. Ah bon? Je suis violent? J'ai fait quoi? Et le collègue n'a pas su m'expliquer pourquoi il a dit ça, en fait. Je lui dis, est-ce que c'est parce que je suis un peu plus bronzé? Non, mais être bronzé, ça ne veut pas dire qu'on est plus violent. Et en l'occurrence, il n'y avait pas eu de violence physique, je vous rassure. C'est juste qu'il y a eu un préjugé sur une situation auquel personne n'a assisté. Et, donc voilà. Puis il y a les blagues lourdes. Alors ça, j'ai vu ça sur moi, sur d'autres personnes. On les a tous fait, même moi, le premier, j'ai fait des blagues lourdes sur les femmes, par exemple. J'ai appris que c'était pas le genre de choses à faire si je voulais justement travailler dans un cadre divers et plutôt sympathique, parce que voir des gens différents, mine de rien, c'est super enrichissant et je vous le souhaite personnellement. Après, il y a eu l'expérience relative du handicap.
je me suis cassé le haut du l'humérus, donc du coup, je ne pouvais plus bouger l'épaule. Ça a duré assez longtemps. Et du coup, vous imaginez taper à une main. Pendant 3 mois, j'ai dû travailler à une main. Et pour ceux qui connaissent l'éditeur Emacs, je suis un éditeur d'Emacs. Donc vous voyez, c'est double handicap. Bon. Donc du coup, je me suis rendu compte que le poste de travail était inadapté, ou pire, que les badges n'étaient pas adaptés pour les gens qui avaient qu'un bras valide. La badgeuse était à gauche, la porte était à droite, suffisamment éloignée pour que le time-out soit trop court pour que, même avec un bras, je lance mon badge par terre pour attraper la porte au plus vite, je ne pouvais pas l'ouvrir. Donc il fallait que quelqu'un m'ouvre à la porte. Et le problème, c'est qu'il y avait une porte où il n'y avait même pas un interphone. Donc je ne pouvais même pas prévenir quelqu'un pour m'ouvrir. Et des fois, je restais 1 heure devant la porte à attendre que quelqu'un passe. Donc voilà, vous imaginez. Et là, je me suis dit, mais la personne qui a un vrai problème permanent, elle fait comment? Là, c'était juste temporaire. Et là, je me suis dit, mais il y a beaucoup de choses. Et puis en plus, j'ai dû me retrouver sur la fin à chercher un emploi. Donc, bonjour, je cherche un boulot, monsieur le patron. C'est quoi ça? Le bras en écharpe? Je me suis cassé le bras et ça devrait être soudé d'ici 2-3 semaines, donc dans pas longtemps. Souvent, on ne vous recontacte pas, alors que statistiquement, j'aurais eu un taux de réponse beaucoup plus favorable. Moi, j'aime bien faire des stats. Donc, comment un peu lutter? Déjà, reconnaître, balayer devant sa porte, reconnaître qu'on a tous un biais, hein. Tout le monde a ce biais. Avoir un biais, ça ne fait pas de vous un méchant, je vous rassure. Sinon, moi aussi, j'en suis un. J'ai un biais contre les roues. Donc voilà, mesurer les inégalités salariales, l'avancement. Pourquoi pas pour faire des quotas, c'est juste pour pouvoir se dire, ok, on est assez dans cette situation, et essayer de trouver des façons positives, toujours positives, pour essayer de réduire ces écarts-là. Refuser les sophismes. Alors, pour connaître les techniques, pour contredire les politiques de diversité, lire L'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer. Et comme ça, vous pourrez parer tous les sophismes. Ne surtout pas mettre les concurrences en minorité. Quand on fait avancer la cause des femmes, on fait avancer la cause de toutes les minorités, même de tout le monde, parce qu'un cadre plus accueillant pour une minorité, ça veut dire un cadre accueillant pour tout le monde. Je vous le garantis. Lutter contre le syndrome de l'imposteur. Par exemple, je parlais tout à l'heure de gens, on dit il n'y a pas assez de speakers femmes. En fait, chacun d'entre vous connaît, j'espère connaît une développeuse qui travaille bien, qui a des choses à dire, mais qui n'ose pas se mettre ici sur scène. Il faut l'encourager, lui dire non, tu es tout aussi valable qu'un autre. Hein, et donc, voilà. Ne pas reproduire les schémas. Donc, si vous êtes parents, essayez d'aider vos filles, par exemple, à se mettre dans la peau d'une scientifique ou d'une ingénieure, pourquoi pas. Ou si votre petit garçon vous dit j'aimerais devenir réceptionniste parce que c'est cool, je vois du monde, encouragez-le. Vraiment, il faut lutter contre ces schémas. Ça ne veut pas dire que c'est remettre en question l'identité de votre enfant, loin de là. Sans entrer dans ce débat-là, c'est juste que tous les métiers doivent pouvoir être accessibles à tous. Il n'y a rien qui vous est interdit. La théorie de la fenêtre brisée. Faire comprendre que certains propos n'ont pas leur place dans un groupe ou sur le lieu de travail. Ça ne veut pas dire quelqu'un fait une blague un peu lourde, on le prend, on le jette dehors. Non, c'est lui dire clairement devant tout le monde, ok, excuse-moi, c'était pas sympa de dire ça, ne recommence plus. Après, il faudra peut-être un jour sévir, mais ne jamais commencer par sévir parce que vous braquez les gens et vous n'expliquez pas pourquoi c'est pas... Il faut faire preuve de pédagogie, il faut expliquer toujours le pourquoi. Regardez Super Nanny, c'est les bonnes techniques. Ça marche aussi sur les développeurs, bizarrement. Et puis, donc, essayez de rendre l'environnement accueillant. Hein. Donc, les posters de Finu, vous balayez. Hein. Bon, vous pouvez mettre des posters de jeux vidéo si ça vous amuse, hein, mais voilà. Et surtout, si vous assistez à quelque chose qui n'est pas réglo, ne surtout pas vous taire.
Alors on ne vous demande pas d'être un héros, mais de prévenir les gens qui de droit pour intervenir. Briser les barrières mentales. Donc bon, des fois, c'est difficile de parler. Alors si vous êtes manager, essayez de donner un cadre où les gens peuvent parler librement et ne jamais minorer les incidents. Donner des modèles. Oui, il y a un machin qui a fait des trucs super, voilà, et ne pas confier en considération avec condescendance. Alors, repartez sur la discrimination positive, c'est en anglais, on dit affirmative action. Moi, je vais un peu déborder, désolé. Ce qui correspond plus à la vérité des choses, c'est pas une politique de quota, c'est pas de la discrimination. Le but, c'est plutôt de donner un coup de pouce pour équilibrer les chances. Donc, par exemple, l'HEC a une politique de discrimination positive. Ça consiste juste à aider les lycéens ZEP à avoir des cours supplémentaires pour les étudiants pour pouvoir se mettre à niveau. Leur apprendre des éléments de culture générale qu'ils n'ont pas. Les marqueurs sociaux, et ils passent le même concours que les autres. Et bizarrement, avec ce programme, ils ont le même taux de réussite que les autres. Les copies sont anonymes, il n'y a pas de trucage. Bon. Le but, c'est vraiment d'amorcer la pente du cercle vertueux. C'est comme ça qu'aux États-Unis, ils ont créé. Il a fallu plus d'un siècle après l'abolition de l'esclavage pour avoir une classe moyenne noire. C'est long quand même, hein. Ça a commencé, les fruits ont commencé à porter quand il y a eu des bourses pour les étudiants noirs et qu'on leur a permis d'aller dans les mêmes écoles que les autres. Au final, pourquoi? Parce qu'on va me dire, c'est bien, la diversité, c'est bisounours, mais pourquoi? D'un point de vue économique, les grands groupes ne font pas ça par pure charité. C'est que en fait, la non-diversité crée un appauvrissement des points de vue. L'innovation, ça nécessite de penser hors de la boîte. D'ailleurs, beaucoup de développeurs sont des gens qui pensent différemment du reste de la population. Donc, avoir des gens aussi différents donne des points de vue différents. C'est aussi une responsabilité sociale. Une entreprise fait partie de la société globale. Et d'ailleurs, il y a des lois, et du coup, ça vous permet aussi d'être tranquille juridiquement parlant. Donc, si vous ne discriminez pas les gens, il n'y a pas de raison que vous ayez des plaintes spécifiques. Et puis, en cas de bienveillance, ça bénéficie à tout le monde. Et puis, plus individuel, vous avez peut-être la haine, comme moi, des barrières. Moi, j'aime pas quand je peux pas faire un truc ou j'ai pas le droit de faire un truc pour de mauvaises raisons. Eh dites-vous qu'il faut aussi le faire pour les autres. Donc, que demandent les minorités? Tout simplement le droit à la médiocrité. On ne veut pas être des super-héros, on ne veut pas être traité différemment, on veut juste être comme vous, dans la norme. Donc, maintenant, c'est quoi votre expérience? Je ne sais pas si on aura le temps pour des questions, mais merci déjà de venir. On a le temps pour des questions? Donc, allez-y si vous voulez poser des questions. Alors, je précise pour les personnes roux, c'était une blague. Et je vous ne sortirai pas que j'ai des amis roux comme excuse, c'est une fausse excuse. C'était une blague. Bon. Des questions? Même si vous avez des retours négatifs, allez-y, il ne faut pas hésiter. Ah! Ouais, coucou! On est là pour parler et... Le but, c'est pas d'avoir tous la même vision. Okay. Merci. Merci, c'était intéressant, différent, ça fait du bien. Tu as cité Coluche là tantôt. Qu'est-ce que tu penses justement de cette approche de on tape sur tout le monde, du coup c'est comme si on tapait sur personne? Alors justement, sur les blagues, la grande critique quand on parle des blagues lourdes, c'est on ne peut plus rigoler. Ça, tout le monde l'a entendu, je suppose. Alors le truc, c'est que déjà, il faut se poser des questions. Est-ce que c'est toujours la même personne qui bute aux mêmes blagues? Est-ce qu'il y a une réciprocité? Déjà, s'il n'y a pas ça, on peut se poser des questions. Est-ce que ce n'est pas déjà une forme de harcèlement en soi? Est-ce qu'on peut rigoler Oui, j'ai envie de dire. Après, il faut connaître les limites et c'est difficile en entreprise où il y a des contraintes. Le truc, c'est de voir si la personne se sent mal, de discuter, de dire déjà un principe important, quand quelqu'un est blessé, même si on ne comprend pas, on peut faire prendre d'empathie, comprendre qu'elle est blessée et s'excuser qu'on l'ait blessée.
et essayer d'éviter de ne pas le faire. Ce n'est pas forcément une contrainte parce que ça veut dire aussi qu'il y a une réciprocité. C'est que si la personne nous blesse, on s'attend à la même chose. Je ne sais pas si ça répond un peu à ta question, mais... C'est flou, oui, c'est vrai. Ben, le truc, c'est que oui. Non, mais c'est difficile parce que c'est des balances qui sont assez fines. Mais j'ai envie de dire, oui, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde, hein, comme disait un autre comique, hein, Pierre Desproges. Le truc, c'est de savoir quelles sont les limites de la personne et lui faire comprendre que voilà, c'est pas contre elle. Et donc, du coup, essayer un peu de se renouveler sur les blagues, tout simplement. Et puis, changer un peu de cible. Donc voilà, des fois, je tape sur mes collègues parce que ils sont un peu moins avantagés capillairement que moi, mais bon. Voilà, le lendemain, je vais me faire taper dessus parce que moi, je suis tout petit. Et puis après, on va passer sur autre chose, mais ça tourne. Et tout le monde en prend pour son crâne sans que ce soit pris personnellement. Et puis bon, voilà. C'est vraiment, mais essayer de le faire dans un cadre bienveillant, mais c'est difficile. Il faut l'admettre, mais parler. Parler et aussi permettre aux gens de parler en toute bienveillance, dans un cadre sécurisant. Dire voilà, il y a un tel, il me dit ça, je suis pas très tout, puis voilà, ça mettra un tiers de confiance. Par exemple, si tu en parles au manager, le manager vient t'en parler, si c'est toi qui as fait la blague, et t'expliquera les choses et le fera de manière appropriée sans qu'il y ait, tu vois, un peu de bisbille. Tu vois, c'est de le faire dans un cadre. C'est toujours donner un cadre en fait, qui doit être respecté. Voilà. Voilà, merci. C'était la dernière. On peut prendre qu'une seule question en raison du temps. Ouais. Donc merci beaucoup à toi pour la conférence.